Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 148 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. J'ai souvent parlé d'accouchement à la maison dans ce podcast. Une première fois en 2019, en interviewant ma sage-femme, Isabelle Deputier, c'est l'épisode 18, et en racontant mes propres accouchements. Accoucher à la maison, j'en ai personnellement fait l'expérience 2 fois dans ma vie, avec la conviction profonde que c'était le meilleur choix pour moi et pour mon bébé. Nous avons toutes et tous un rapport très personnel à la sécurité lorsqu'il s'agit de mettre au monde notre enfant. Pour moi, c'était en dehors de l'hôpital, pour être la boss souveraine de ce moment dans mon cocon. Lorsqu'on accouche chez soi, accompagné d'une sage-femme qui est formée, nous accumulons du savoir, de la connaissance de notre corps et de nos capacités. Mais nous mesurons également les risques pris. Le sujet n'est pas éludé dans la préparation. D'ailleurs, dans ma préparation personnellement avec ma sage-femme, on avait 2 heures sur pourquoi est-ce qu'il faudrait transférer ou pourquoi un accouchement ne peut pas se passer à la maison. Je l'ai déjà dit et redit, on aborde tous les cas de figure dans ces cas-là pour être préparé. D'ailleurs, on est inscrite dans une maternité et on a une valise prête à partir si on doit être transféré. Donc on sait. Depuis 2018, Floriane Stauffer-Obrecht, sage-femme libérale, compile les datas des sages-femmes qui accompagnent les femmes et les familles dans ce parcours encore très singulier en France. Il faut le savoir, les chiffres, c'est environ 1000 naissances pour à peu près 700 000 naissances en France, chaque année. Donc depuis 5 ans, Floriane traite les infos remontées par ses consoeurs qui sont, elles, entre 60 et 100 chaque année à pratiquer, les sages-femmes qui accompagnent les naissances à domicile. Et quels sont les résultats ? On s'intéresse à ça. Quels sont les résultats de ces rapports publiés chaque année ? Que dit donc le rapport de l'APAD, c'est l'association de professionnels de l'accompagnement des accouchements à domicile, concernant les risques ou non de choisir de donner la vie à son domicile en France, pour la mère et pour le bébé à venir. Vous aurez toutes les réponses dans cet épisode. Avant d'écouter, nous voulions toutes les deux spécifier que cet épisode sort dans un moment où le sujet est sensible et est à nouveau au cœur des débats au vu de l'actualité récente, et c'est bien normal. En novembre, une mère et son bébé sont décédés lors d'un transfert entre le domicile et l'hôpital. C'est un cas extrêmement rare lors d'un accouchement à domicile et Floriane l'évoque dans l'épisode. Cet épisode vient donc remettre des datas fournies et étayées concernant une pratique qui génère beaucoup de fantasmes et de débats. Rappelons avant de démarrer qu'un sondage de l'IFOP paru en 2021 révélait que 36% des femmes âgées de 18 à 45 ans pouvaient largement envisager l'accouchement à domicile. La demande est donc là. Maintenant, à vous de vous faire une idée sur est-ce que c'est vraiment si dangereux ? Est-ce que nous sommes des folles alliées ? Est-ce que nous sommes des sorcières ? Est-ce que nos sages-femmes sont complètement à côté de la plaque ou non ? Voilà, je vous souhaite une très très bonne écoute. Et dans les notes, vous avez vraiment plein de sources et d'infos pour compléter notre échange qui est assez long. Merci, très bonne écoute à vous. Salut Floriane. Salut Clémentine. Je
suis ravie de te recevoir dans le podcast. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait un épisode sur vraiment l'accouchement à domicile et les chiffres. Et tu es une magicienne parce que depuis des années maintenant, tu compiles toutes les datas. Donc, je suis très fière de pouvoir te donner un peu la parole et que tu puisses parler de ça. Ma première question, c'est pourquoi déjà tu as voulu devenir sage-femme, mais sage-femme qui accompagne les naissances à domicile. Ok, du coup, c'est 2 questions différentes. Alors, pourquoi j'ai voulu partir dans l'accouchement à domicile? C'est les femmes, en fait, qui m'y ont amenée. Tu m'aurais parlé de ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, pas 10 ans, il y a 15 ans maintenant, je t'aurais dit n'importe quoi. On fait pas ça, c'est dangereux. Et en fait, plus j'ai écouté les femmes, plus je les ai accompagnées, plus elles m'ont montré que c'était possible. Des mamans m'ont demandé ça, m'ont appelé auprès d'elles. Du coup, j'ai pu que constater que c'était possible. Du coup, je me suis renseignée, je me suis formée, parce qu'au départ, moi, je pensais pas que c'était ok de faire ça. J'ai été formée en France. Et donc, en me formant à l'étranger, je me suis dit, en fait, oui, c'est vraiment quelque chose qui doit exister, ça a même des bénéfices. Et puis, la vie fait bien les choses, plus j'avançais, plus je me formais, plus des mamans me sollicitaient. Et ça s'est fait tout en douceur, en fait, sur plusieurs années. J'ai basculé. C'est marrant, c'est souvent le discours des sages-femmes qui disent ce sont les femmes, les mères qui m'ont amenée sur l'accouchement à domicile, parce que dans tes études, jamais ça a été mentionné. Alors moi, ça a été un peu mentionné parce qu'il y avait des sages-femmes qui en faisaient, qui ont arrêté un peu avant que je prenne mes études, mais c'était mentionné vraiment comme quelque chose de très dangereux du coup. Tu vois, on entendait parler d'elles comme les sorcières du coin, donc évidemment qu'à 18 ans, c'est pas le truc qui m'a donné envie, quoi. Quand tu as voulu t'installer en tant que sage-femme libérale qui donc accompagne les naissances à domicile, tu as rencontré des difficultés, ça a été complexe ou la transition s'est fait facilement? En fait, comme ça s'est fait progressivement, si tu veux, au départ, c'était surtout des mamans que j'accompagnais au plateau technique ou à la maison de naissance, puis qui accouchaient un petit peu trop vite ou qui me demandaient de venir chez elles et finalement on n'avait plus le temps de partir. Donc c'était pas vraiment organisé, tu vois, ça s'est fait comme ça. Et ce qui a fait que je me suis dit, ah là, maintenant je vais officiellement faire ma pratique et m'organiser, c'est que un jour une de ces mamans qui accouche trop vite a eu une hémorragie à domicile. Donc là il a fallu que je la transfère, que je fasse des soins à domicile. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment des femmes, il y a rien à faire, on n'arrive pas à les faire aller à l'hôpital, soit parce qu'elles veulent pas, soit parce que leur accouchement va trop vite. Donc, il faut que cette pratique, elle existe, que ce soit organisé avec les hôpitaux. Donc déjà, tu vois, il y a eu tout ce truc de conscientisation il y a des cas où c'est pas possible autrement, pour diverses raisons. Et ça nécessite d'être organisé. Et pour moi, c'est passé par expérimenter que des fois, ça dérape. Et du coup, à partir de là, j'ai officiellement dit les choses. J'ai demandé à rencontrer mon réseau périnatal. J'ai même demandé à ce qu'on organise des réunions avec le SAMU, les matères. Et puis ça n'a pas été facile en fait. On a eu 2 réunions, une très compliquée, une autre où on a pu parler, mais où globalement les matères disaient le SAMU, non, nous on veut rien organiser, c'est pas officiel, il y a pas de cadre, donc on va pas se mouiller là-dessus. En plus, ça nous fait peur. Donc j'ai bien vu qu'une organisation générale, ça allait pas marcher. Donc j'y suis allée, en fait, comme souvent dans la vie, dossier par dossier, mataire par mataire, voilà, à organiser les choses, à dire là j'ai une maman qui accouche, je vous l'envoie. Et puis au fur et à mesure des inscriptions, des dossiers selon les mataires, on a organisé. Ça fait que moi là où je travaille, il y a des mataires avec qui c'est super bien organisé, tu vois, il y a vraiment un circuit très précis, des contacts faciles. Puis il y a des mataires où c'est vraiment voilà, la femme va ouvrir son dossier, on essaye de pas trop en parler et puis voilà. Donc ça reste quand même compliqué et moi je le regrette parce que je me dis finalement il y aurait un protocole régional où on se décide tous sur comment on s'inscrit, comment je prends un contact quand j'ai besoin d'un avis, comment ça se passe un transfert. Ça me paraît pas si compliqué de mon point de vue, mais en fait ce qui reste compliqué c'est déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt contre et qui n'ont pas envie de se mouiller, ce que je comprends vu que nationalement le ministère ne se positionne pas. Donc individuellement, c'est sûr que pour un chef de service, c'est hyper compliqué de dire moi j'organise des accouchements à domicile avec les sages-femmes du coin, quoi. Parce qu'il faut le préciser, quand on décide d'être suivi avec une sage-femme à domicile, il y a un accompagnement où on doit aller s'inscrire à la maternité, soit la plus proche, soit celle qui est de niveau 3. Donc il y a forcément un lien avec l'hôpital en fait. On n'est pas du tout laissé seul.
Alors, en fait, il y a rien qui est dit. Donc, on pourrait faire tout ce qu'on veut, tu vois. Mais c'est vrai que globalement, on a toute la même ligne de conduite, les sages-femmes, à dire, on sait que potentiellement une femme peut avoir besoin d'aller à l'hôpital. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une inscription qui soit faite. Déjà parce que ça permet aux familles de connaître la maternité où elles seraient transférées. Et ça, on sait que c'est important. Déjà, quand on part en urgence, c'est déstabilisant. Si en plus, on connaît pas les lieux, pas les personnes, c'est pas évident. Et moi, je vois dans les matères avec qui ça se passe bien, c'est super parce que les mamans, les papas me disent, bon, on n'a pas envie d'y aller, clairement, c'est pas notre projet, mais on a bien vu qu'il y avait des professionnels chouettes qui nous comprennent et si on doit y aller, on sait qu'on va être bien pris en charge. Donc ça, c'est hyper important. En fait, quand ça fonctionne bien, ça fait qu'il y a vraiment une cohérence autour de la famille et une fluidité de communication qui fait aussi que s'il y a besoin d'un avis, que moi j'ai un doute, j'ai facilement cet avis, on réfléchit à plusieurs professionnels, donc on prend de meilleures décisions. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vise. Après, dans l'absolu, comme il n'y a rien d'écrit, on pourrait ne pas inscrire une maman. En fait, il n'y a rien d'obligatoire. Et puis, moi, j'ai des matères qui me disent, par exemple, elles veulent un dossier d'anesthésie. Par contre, elles ressentent pas le besoin, ces matères, de rencontrer la maman, parce qu'elles disent, elle a un suivi. Nous, du moment qu'on a les papiers du dossier de grossesse, le dossier d'anesthésie, ça nous suffit. Par contre, si la mère veut visiter l'hôpital pour voir comment ça marche chez nous, elle peut venir faire une visite. Donc, tu vois, ça peut être ça. En fait, tout est à inventer en France. Oh là là, ça me fait rêver parce que pour avoir accouché 2 fois à la maison, j'ai pas du tout eu cet accueil dans la maternité niveau 3 du coin. C'est plutôt... Moi, j'avais assez de confiance en moi pour exprimer que j'allais accoucher à la maison, que j'étais là, mais que c'était pas mon souhait. Pour recevoir la critique, le vous mettez en danger vous-même, votre bébé, vous faites n'importe quoi. Je les ai évidemment eus la première fois de la part de l'anesthésiste, la deuxième fois de la part de la sage-femme, et après vice-versa. Donc ça m'a pas perturbée, mais je sais que nous, on a pour consigne de faire profil bas en fait. Parce qu'il n'y a pas ce que tu as en place, il n'y a pas cet échange clair et précis avec la maternité locale qui est OK avec le fait qu'on soit suivi à domicile. Donc... c'est très dommage, moi, je trouve, parce que notre sage-femme prend les devants, on respecte la loi et on est considérés comme des folles. Ouais, c'est ça. Et moi, je vois, j'ai quand même... parce que je travaille avec beaucoup de matères. Nous, on a de la chance, on a encore pas mal de matères dans ma région. Et j'ai des matères, comme tu décris, où la femme arrive, puis on va lui expliquer, faire la liste de toutes les raisons qui pourraient la faire mourir. D'ailleurs, dans cette liste, la plupart des causes, tu pourrais en mourir à l'hôpital, tu sais. Mais voilà, là comme elle accouche chez elle. Et ça, c'est dramatique parce qu'en plus, moi, je le vois bien. Ce que ça fait, c'est que ça dissuade jamais les familles. Par contre, chez certaines familles, ça va faire qu'elles vont avoir encore moins confiance en l'hôpital. Et si on doit faire un transfert, ça risque d'être compliqué. Elles peuvent être dans un refus de soins. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup et j'informe beaucoup les collègues de l'hôpital, c'est de dire, en fait, ne croyez pas qu'en faisant peur, vous pouvez influencer une femme qui est prête à accoucher chez elle, parce qu'une femme qui est prête à accoucher chez elle, elle a déjà énormément travaillé, réfléchi. Et donc, à part la braquer, vous ne ferez rien. Et donc là, ils se font du mal, ils se tirent une balle dans le pied à eux-mêmes. Parce que je vois bien, même si moi je dis à cette femme, par exemple, j'ai un souci avec ton dossier, il faut que tu vois la gynéco, tout ce que dit la gynéco va être rejeté parce que cette femme, elle se dit de toute façon, ils veulent pas que j'accouche chez moi, donc je ne les crois pas quand ils me parlent. Et tu vois, quand on est en perte de confiance, vraiment, on le voit, il y a des soins de moins bonne qualité. Donc ça, il faut vraiment qu'il y ait cette conscience à dire, j'ai envie de dire, normalement, c'est ce qu'on fait en tant que professionnel de santé, tu sais, quels que soient les choix, les modes de vie de nos patients, on est là pour être à leur écoute, on les informe, mais après, on fait avec ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent, quoi. On n'a pas à juger. Et on sait que ce qui fait une bonne relation soignant-soigné, c'est le contrat de confiance. Et à l'accouchement à domicile, c'est comme si tout ça n'existait pas, comme si la déontologie, l'éthique disparaissait. Tu accouches à domicile, donc on a tous les droits, on peut t'effrayer, on peut te maltraiter, c'est normal. Non, c'est vrai, j'avais pas vu sous cet angle. Et t'as raison. Moi, ça m'a fait juste me rejeter l'hôpital et me dire hors de question que j'y aille là parce que j'ai pas été accueillie comme il fallait. Et clairement, jamais de la vie, ils auraient réussi à dissuader mon projet de vouloir accoucher à la maison. On a tellement cheminé que c'est pas envisageable. Et c'est pas à 8 mois de grossesse quand tu vas les voir qu'ils ont ce pouvoir-là sur ta décision, sur ton parcours, ça c'est sûr. Alors, depuis 2018, l'APAD, on dit, APAAD, recense donc les accouchements à domicile de manière vraiment professionnelle avec
les datas, avec des analyses. Et donc, c'est toi qui participes à récupérer toutes ces données. Comment est-ce que ça se passe et pourquoi est-ce que vous avez créé ça en 2018 ? Alors 2018, c'était une période où l'accouchement à domicile était très fortement attaqué. Et nous, si tu veux, il y avait beaucoup de procès, d'interdiction d'exercer, même sur des cas où il n'y avait pas eu forcément de problème. Et là, on s'est dit, maintenant, on arrête de se cacher. On assume ce qu'on fait, ce qu'on est, et on va publier des chiffres. Et pour nous aussi, tu vois, on avait besoin de vérifier, de se dire, enfin, est-ce que ce qu'on fait, c'est si fou ? Donc on avait ce besoin de vérifier ce qu'on faisait à grande échelle et pas juste à l'échelle de chacune son petit cabinet, mais aussi de publier avec vraiment, tu sais, cette idée en tête de dire, si nos chiffres doivent faire qu'on nous interdit d'exercer, on est prête à aller jusque-là, mais on veut plus se cacher. Parce qu'en fait, se cacher, c'est aussi préjudiciable pour les mamans, parce que ça permet pas de bien organiser les choses. Et nous, notre priorité, c'est la santé des mères et des bébés. Donc, soit on peut dire ce qu'on fait et c'est validé, soit ce qu'on fait, ça demande d'être interdit et on l'assumera. Tu vois, donc on en était là. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va demander à toutes les sages-femmes de France qu'on connaît, sachant qu'à une centaine, t'imagines bien qu'on se connaît quasiment toutes, de remplir tout leur dossier, de nous transmettre les données. Alors c'est anonymisé évidemment, hein, je sais pas que Mireille à Paris a accouché tel jour. Hein. Voilà, simplement on a les données de toutes les femmes de la sage-femme, et on a vraiment dit aux collègues, on veut que vous nous donniez tous les dossiers, y compris les dossiers qui posent problème, parce qu'on a besoin de comprendre et de vérifier quand est-ce que ça marche bien l'accouchement à domicile, quand est-ce que ça pose problème. Aussi pour faire des recommandations à nos collègues, de dire voilà, tel critère, on a remarqué que vraiment il y avait beaucoup plus de transferts. Alors maintenant on va y être vigilante à ce critère-là. Tu vois, donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et alors le premier rapport était vraiment excellent, tu sais, c'était le meilleur rapport qu'on ait eu, les chiffres étaient magnifiques. Puis après, au fur et à mesure des rapports, les chiffres restaient excellents, mais on s'est aperçu que oui, à domicile, on a quelques cas de décès de bébé, ça arrive. Voilà, évidemment, il y a des hémorragies aussi. Et c'était important pour informer les femmes de dire, il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est pas t'accoucher chez toi et puis l'accouchement est forcément parfait. Il y a des fois aussi où il faudra transférer et faire une césarienne. Mais du coup, on a des données. Et tu vois, c'est hyper important pour les familles, parce que moi, du coup, quand une maman me demande « Alors, si j'accouche chez moi, c'est quoi le risque que j'aille à l'hôpital ? Et puis, ce serait quoi les principales causes ?» Là, c'est très objectif. Je peux lui dire « Écoute, c'est ton deuxième bébé. En gros, il y a 4% de chances que t'ailles à l'hôpital en cours de travail. Si c'est ton premier, c'est plutôt 15. Tu vois, donc c'est très concret. La principale cause de transfert, c'est le col qui s'ouvre pas. Donc en fait, c'est pas un transfert pour une raison ni très urgente ni très grave. Et ça, c'est hyper important parce que quand il y a des éléments factuels, les personnes peuvent se situer. Et tous les éléments ne résonnent pas pareil. Par exemple, si je dis à une maman, il y a 5 chances sur 100 que tu fasses une hémorragie, il y en a, ça va les effrayer, il y en a qui vont dire « Oh, c'est pas beaucoup ». Mais au moins, elles ont quelque chose de solide sur lequel faire reposer leur décision. Donc on s'est aperçu que ces chiffres, ils étaient très bons pour les familles, pour se situer, faire leur choix. Ils étaient bons pour les sages-femmes qui pratiquent, pour affiner leur pratique, se rendre compte vraiment de quel matériel elles ont besoin, de quels sont les critères. Et par rapport aux instances, même si c'est des fois un petit peu remis en question, nos données, en tout cas, ça leur permet aussi de relativiser et ça a vraiment réouvert le dialogue. Un dialogue qui reste pas toujours évident, mais tu vois, là, par exemple, ça fait 2 ans qu'on est sur un groupe de travail avec les sociétés savantes, collèges de gynéco, d'anesthésistes, de pédiatres. On n'aurait jamais pu faire ça avant parce qu'on n'avait pas d'éléments, donc on n'était que dans les croyances et les peurs. Que là, à force d'avoir des chiffres, on a pu dire, en vrai, on est des gens sérieux, il y a des éléments sur lesquels réfléchir, alors réfléchissons. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi il y a une telle défiance du monde médical ? Je ne parle pas de la société, mais vraiment du monde médical envers l'accouchement à la maison en France. Moi, je pense que c'est pas directement l'accouchement à domicile, mais je pense que de manière générale, sage-femme, gynécologue, on est vraiment formé à la peur et à trouver la pathologie.
C'est comme ça qu'on est formé. Et moi, je vois dès mes premières années d'études, c'était vraiment, voilà, on va vous former pour que vous empêchiez les mamans de mourir, pour que vous sachiez gérer les hémorragies. Enfin, globalement, le discours, moi, on m'a pas formé à accompagner la physiologie et on m'a pas dit la naissance, c'est magnifique, c'est super beau. Tu vois, on m'a formé à gérer un risque. Donc, quand d'emblée tu es formé comme ça, et même maintenant que ça s'ouvre un peu plus et que dans les écoles on forme à la physio, c'est quand même assez étonnant de te dire, il y a des écoles où le module physio, c'est une demi-journée en option. Tu vois? Alors que ça devrait être au moins la moitié de ta formation, accompagner et soutenir la physio. Et par contre, tu passes des heures et des heures à faire de la patho. Et une fois que tu travailles, comme tu travailles dans des grosses structures où tu brasses beaucoup de cas et où tu vois forcément beaucoup de pathologies, ben au moins une fois par mois, tu vois des hémorragies, des bébés à réanimer. Dans les grosses structures, c'est peut-être même une fois par semaine. Donc, comment veux-tu imaginer après que des femmes accouchent chez elles et que ça se passe bien? Ton quotidien, c'est de voir du risque et des cas difficiles. Donc tu vois, c'est en fait une ambiance globale. Moi, je me souviens pas qu'on m'ait dit spécifiquement ouais, c'est vachement dangereux, enfin à part sur des discussions de garde ou des choses comme ça, mais c'était vraiment ce discours global autour de la naissance qui fait que tu peux pas imaginer ça quand tu sors de l'école. C'est le prisme, c'est la déformation du biais. On en a tous en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Et c'est pour ça que le travail que vous faites est formidable, parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres donnent la réalité de ce qui se passe. Après, on les interprète comme on veut, c'est vrai. Mais vous faites un très beau travail justement d'interprétation, de comprendre le contexte et les causes. Donc, on va en parler dans l'épisode. Tu redonnes ce chiffre de l'IFOP, je crois que c'était en 2021, qui parlait que 36% des femmes seraient tentées par l'accouchement à domicile en France. 36%, c'est monstrueux quand on sait que c'est même pas 1% des naissances en France. Donc il y a une demande, il y a une réelle demande des femmes autour de cet accompagnement. Et pourtant, vous n'êtes que même pas une centaine de sages-femmes à le pratiquer. Où est-ce que ça bloque ? Alors déjà, on n'est pas formé à ça. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de professionnels, ben tu sais, t'es pas formé à l'école, on t'a appris que c'était dangereux. En plus, globalement, dans la plupart des régions, tu sais que si tu te lances là-dedans, celles qui étaient tes copines avant à l'hôpital, elles vont plus du tout t'apprécier. Donc c'est au niveau de ta vie aussi, c'est un engagement. Enfin, moi je vois quand j'ai commencé à pratiquer, quand je dis ça, c'est du vécu, quoi. Des nanas avec qui je buvais le café, qui pensaient que j'étais une super sage-femme quand j'étais à l'hôpital. Juste parce que je me suis mis à pratiquer ça, je valais plus rien. Alors tu te dis, enfin, je suis toujours la même professionnelle avec les mêmes compétences, quoi. Mais et ça peut être dur à vivre en fait. Il peut y avoir un isolement. Alors il y a des régions où il y a 10 sages-femmes à AD, mais la plupart des régions en fait, t'en as une, peut-être deux. Donc beaucoup de filles, même si elles font le pas de dire, ok, on m'a pas formée à ça, on m'a plutôt fait peur. Elles ont passé, tu vois, déjà ces deux gros obstacles. Et là, quand elles veulent s'installer, on leur dit, enfin, tu vas être seule maintenant. Dis-toi bien que, tu vois, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et en plus, au niveau de l'organisation de vie, moi, je sais que j'adore ça. Partir la nuit, ne pas savoir de quoi seront faites mes journées. En fait, quand je suis dans une pratique au cabinet où j'ai pas d'accouchement, vraiment, je m'ennuie. C'est pas fait pour moi. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart des personnes aiment bien avoir des horaires, dormir la nuit et savoir de quoi sera fait demain. Donc, il y a ça aussi, en fait. Tout le monde n'est pas prêt à avoir ce rythme de vie. Toutefois, moi, je pense que, et ça, beaucoup de sages-femmes nous le témoignent, si simplement il y avait un cadre, tu vois, des recommandations nationales, comme pour les maisons de naissance, on ne demande pas un truc lourd, mais voilà, un cahier des charges à dire, t'es sage-femme à AD, eh ben c'est possible, il faut que tu sois organisé comme ça, tu t'équipes comme ça, on reconnaît que ça existe, t'as une assurance. Je pense que déjà là, au moins, on triple notre nombre de sages-femmes en France. Rien qu'avec ça. Donc, et je crois que c'est pas pour rien non plus qu'il n'y a pas de cadre qui est mis. Je veux dire, toutes les autorités, les sociétés savantes le disent un peu officieusement. Si on met un cadre, eh ben, toutes ces femmes-là, ces 36% qui veulent accoucher chez elles et toutes ces sages-femmes qu'on arrive encore à contenir, là, elles vont se mettre à pratiquer. Donc, il va y en avoir plus. Donc, on laisse échapper des soins à l'hôpital qui sont rentables. Il y a aussi une logique financière. Ça, je sais pas, je l'entends souvent. Et tu vois, je sais pas si... je crois pas que mes collègues de l'hôpital ou des instances soient aussi vicieux ou malhonnêtes que ça. Moi, je pense pas qu'il y ait un chef de gynéco qui se dise
oh, on va perdre du fric s'il y a 4 sages-femmes à AD dans la ville. Je pense que vraiment, ils ont une vision de la naissance qui font que pour elles, que pour eux ou elles, c'est trop dangereux. Et puis, il faut voir ça aussi, moi, j'admire la plupart des gynécos, même si je trouve certains vraiment nuls et trop violents. Mais je me dis, ils font un métier très compliqué. Le gynéco, c'est celui qu'on appelle quand ça va vraiment mal. Et donc, j'imagine bien le gars ou la nana qui est dans sa mater et qui se dit, déjà que j'ai des urgences à gérer dans ma mater, mais que je suis dans ma zone de confort, si en plus j'ai des gens de l'extérieur qui débarquent et que je connais pas le dossier et je connais pas la sage-femme. Donc j'ai peur parce que je sais pas comment elle pratique, tu vois. Moi, je crois que c'est ça en vrai la plus grande difficulté. Je pense pas qu'il soit méchant, malhonnête. Je crois qu'il faut arrêter avec cette idée. C'est pas un discours qui sert personne en fait. C'est un discours qui sert personne. Et je crois vraiment que si on se connaissait mieux, si on savait comment on pratique les uns et les autres, et moi dans les matères où ça marche, c'est aussi parce qu'il y a cette relation qui est peut-être pas une relation d'immense confiance, mais au moins on se connaît, ils savent que je transférerai au bon moment, on peut se parler, je vais demander un avis s'il faut, et du coup avec ces matères avec qui on a créé un dialogue, ça fonctionne. Tu vois, je pense que voilà, c'est plus ça. Ok. Alors cette année, vous avez analysé les naissances de 2021-2022. J'en fais partie. Du coup, c'était drôle je me retrouvais dans les catégories entre les âges, tout ça. Je me suis dit, ça c'est moi là, je suis dans ce groupe. Donc là, vous avez pris le parti de l'étudier sous le prisme de la sécurité maternelle et infantile, au regard donc de la morbimortalité, c'est dur à dire, morbimortalité néonatale donc et maternelle. Pourquoi cette année vous vous êtes intéressé à ces données-là ? Alors en fait, sur les différents rapports, on avait beaucoup décrit comment pratiquent les sages-femmes à domicile, pour essayer de comprendre pourquoi elles ont d'aussi bons résultats. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on dise quand même. Alors, morbidité, je sais pas si tous les auditeurs, auditrices connaissent, c'est le fait d'avoir une pathologie ou un problème qui découle d'un soin ou d'un événement de santé. Donc typiquement, tu te retrouves avec une césarienne ou une épisio. Ça, c'est la morbidité. Et à domicile, il y a très très peu de morbidité. Tu vois, par exemple, 0,3% de césarienne, ça paraît hallucinant, quoi, quand tu sais que c'est plutôt 20% en France, puis alors dans le monde, tu montes à des 60%. Donc pendant longtemps, on a voulu analyser ça, dire qu'est-ce qu'elles font ces sages-femmes qui fait la différence, au-delà que c'est des femmes en bonne santé, pour donner aussi des idées à des gens qui ne travaillent pas à domicile, mais que des collègues à l'hôpital puissent se dire, ah ouais, si je fais comme ça, si je laisse plus de mobilité, si je fais ceci, les femmes auront moins de soucis à l'accouchement, donc que ça serve. On était très contente de ça, mais malgré tout, on voyait bien qu'à chaque fois qu'on était avec des autorités, des instances, ça les intéressait pas du tout. En fait, le fait qu'il y ait moins de morbidité, ils s'en foutaient. Eux, ils revenaient toujours, oui, mais la mortalité. Oui, mais la mortalité. Oui, mais l'hémorragie. Donc, on s'est dit, cette année, on fait une version plus courte, mais par contre, on met le focus là-dessus. Et notamment, une des gros sujets de discussion, c'est le transfert. Oui, mais le transfert, c'est vraiment un risque, c'est souvent très urgent, c'est souvent très très grave. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup. Donc, on s'est dit, on va mettre le focus sur le transfert. Qui sont les femmes qui sont transférées, par quels moyens on les transfère, est-ce que vraiment il y a beaucoup de transferts urgents, pour pouvoir objectiver et relativiser ce risque, parce que là, notre besoin sur cette année, c'est vraiment d'avancer là-dessus et de dire, maintenant vous avez des chiffres là-dessus, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Le transfert, effectivement, ça concerne un certain profil peut-être, et puis on sait que il y a besoin plus de SAMU en postpartum et que c'est souvent en lien avec une hémorragie, alors qu'en cours de travail, contrairement à ce que vous pensiez, il y a très peu de transferts urgents, la plupart ça se fait avec la voiture du couple. Et quand on a ces données-là, si à un moment on a des gens intelligents en face de nous qui sont prêts à organiser, tu vois, on va être très concret, on va se dire, pour tel type de transfert, faut qu'on s'organise comme ça, faut qu'on soit en lien avec le SAMU, faut qu'on ait tel équipement. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça, c'est vraiment un objectif organisationnel. Ok. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi, en 2021, il y a eu 1814 accompagnements en AAD, ce qui est un gros chiffre, parce qu'après ça tombe vers les 1000. Il y a eu un pic en 2021, post-Covid ? Ouais, c'est ça. Post-Covid, t'as tout dit. En fait, en post-Covid, il y a vraiment eu une montée. Alors, les demandes, moi j'ai l'impression que c'est toujours pareil, mais il y a quand même eu une montée de demandes. On était après les confinements, les refus de papa dans les matères. Et en parallèle, il y a eu une montée des sages-femmes. Nous, c'est une année, je crois, on est monté à 120 sages-femmes à AD, alors qu'on était souvent entre 80 et 100.
Donc forcément, il y a eu plus d'accouchements. On voit bien que quand il y a plus de sages-femmes, il y a plus d'accouchements. Et ce qui s'est passé, c'est que les années d'après, il y a de nouveau eu moins de sages-femmes. Et puis, je ne crois pas que la demande est redescendue, parce que moi, on est plusieurs à le voir dans notre cabinet. On n'a pas l'impression qu'il y ait une descente depuis le Covid. Par contre, il y a des sages-femmes qui s'étaient un petit peu dit ok, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, maintenant on se lance. C'est l'effet après Covid. Il y a plein de gens qui se sont lancés dans plein de choses. Puis après, il y a eu des choses sûrement qui les ont rattrapés et qui font que ça n'a pas été durable. Alors, si on s'intéresse à la mortalité, justement, sur ce groupe-là de 2021, de 1814 accompagnements, comment ça se découpe ? Parce que déjà, sur les 1800 accompagnements, toutes n'accouchent pas à domicile. Il y a des transferts avant, d'ailleurs. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu de la mortalité maternelle ou infantile et comment ça s'est passé ? Là, quand on prend un pool de mamans qui veulent accoucher à domicile, on sait que déjà pendant le suivi de grossesse, alors là je donne des moyennes sur plusieurs années, c'est pas forcément le chiffre de 2021, mais on sait qu'en moyenne, en cours de grossesse, il y a 20% des femmes à qui on va dire non, finalement, il y a un critère qui est apparu qui fait que peut-être t'accoucheras très bien, mais ton risque il est augmenté, donc on va pas le faire à domicile, on va plutôt te renvoyer vers un hôpital où il y aura une prise en charge un petit peu plus poussée si tu as besoin. Donc ça c'est le premier truc. Quand on commence un suivi, on ne sait pas si on accouchera chez soi. Et après sur les mamans qui démarrent le travail à domicile, on sait qu'on a à peu près 13% des mamans qui en cours de travail ou en postpartum immédiat, donc dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, vont avoir besoin d'aller à l'hôpital. La plupart du temps, comme je le disais, pendant le travail, c'est des causes non urgentes. La première cause, c'est le fait que le col ne s'ouvre pas, et c'est surtout des premiers bébés, ou que le bébé ne descende pas. Alors c'est quelque chose qu'on arrive souvent à solutionner à domicile parce qu'on a toute la mobilité, l'aisance, la femme est dans son cocon, mais on n'est quand même pas magicienne et il y a des fois où vraiment ça bloque. Donc ça, c'est la principale chose qui nous amène à aller à l'hôpital. Et en cours de travail, il y a vraiment, je crois que c'est une chance sur 100, un risque sur 100 de devoir partir à l'hôpital en urgence. Et dans ces cas-là, ça va être des anomalies du rythme cardiaque du bébé la plupart du temps. Et il faut bien imaginer que ce sont en général des anomalies mineures, parce qu'à domicile, une des règles qu'on se donne, c'est tout est ultra physio normal ou on part à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, là où on attendrait que ça fasse 1 heure ou 2, que le cœur du bébé a des décélérations pour faire une césarienne, ce qui est normal, on va pas sauter sur les femmes tout de suite. À domicile, le bébé, son cœur diminue une fois, on part. Parce qu'on sait pas derrière ce qu'il va y avoir. On part à l'hôpital. Soit tout est parfait, soit s'il y a un risque minime, on part. C'est ça. Alors après, dans tout est parfait, une maman a quand même le droit d'avoir un accouchement qui dure un peu. C'est pas, on n'exige pas de toutes les femmes d'accoucher en 2 heures et avec le sourire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'éléments médicaux qui nous alertent. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va voir. Donc le fait qu'on fasse ces transferts facilement pendant le travail fait qu'on a très très peu de transferts en postpartum. Parce que forcément, comme les facteurs de risque, on les a renvoyés vers l'hôpital, les mamans qui restent chez elles et qui accouchent jusqu'au bout chez elles, c'est très rare qu'on ait besoin de réanimer leur bébé ou de soigner une hémorragie. D'accord ? Donc voilà, mais on a quand même quelques femmes, parce qu'on peut pas tout prévoir malheureusement, qui vont présenter une hémorragie. Ça c'est la première cause qui fait qu'on doit aller à l'hôpital après l'accouchement. Alors nous à domicile, les hémorragies sévères, elles sont quand même moins importantes que ce qu'on voit à l'hôpital, vu qu'on n'a que des femmes en bonne santé, on en a très peu. Et il faut savoir que la plupart des hémorragies qu'on a à domicile, en fait, elles sont soignées à domicile et ne nécessitent pas d'aller à l'hôpital. Donc ça, c'est important d'en parler parce qu'on imagine toujours qu'à la maison, on n'a rien. En fait, voilà, on est à la maison et puis s'il y a un problème, il faut attendre d'être à l'hôpital. Heureusement que non, sinon moi je pratiquerais pas à domicile. Et typiquement, l'hémorragie, tu vois, si elle survient à la maison, on va pouvoir donner les médicaments anti-hémorragiques, mettre une perfusion. Si vraiment on peut pas faire autrement, on peut faire à la maison ce qu'on appelle une délivrance artificielle, c'est-à-dire aller chercher le placenta avec notre main dans l'utérus. Donc la plupart des soins qui sont à faire pour régler cette hémorragie, on les aura déjà fait sur place. Et du coup,
Sachant que la plupart du temps, c'est juste un utérus qui contracte pas bien, il faut un médicament tonique. La plupart des cas sont solutionnés à la maison. Finalement, la maman va bien, elle est capable de se lever, elle reste chez elle. Puis il y a des cas qui ont été un peu plus compliqués, donc là, on part. De même que pour les bébés, alors on en a très peu, c'est entre 2 et 10 par an sur le millier d'enfants qui naissent. Parfois, on a besoin de les aider un petit peu à faire leur transition, de les aider à respirer, mais la majorité, ça va être sur 1 minute, on va un petit peu envoyer de l'air avec un ballon à ce bébé, mais les cas où il faut faire un massage cardiaque, ça arrive quasiment jamais. Donc il faut bien dire, on est sur des femmes et des bébés en bonne santé. Donc la plupart du temps, même quand il y a un problème, ça va être plus un soutien, une petite aide ponctuelle, que vraiment il faut aller au bloc, c'est la cata. Et ça, c'est important de le voir. Surtout sur les nourrissons, sur la sécurité du nourrisson, il y a beaucoup de fantasmes et d'inquiétudes très légitimes. Ça en est où sur l'accouchement à la maison, dans ce que vous recensez? Est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne? Est-ce qu'on est en dessous, national? Alors, on est pareil. Et c'est intéressant parce que tu prennes les femmes qui accouchent à domicile, les femmes qui accouchent en maison de naissance, les femmes en bonne santé qui accouchent à l'hôpital, les femmes en mauvaise santé qui accouchent à l'hôpital. T'as toujours quand même un peu ce même taux. Après, c'est pas les mêmes causes. Et nous, une des principales causes de mortalité à domicile, c'est la mort fœtale in utero. Donc en fait, c'est pas un lien direct avec l'accouchement. C'est dramatique et très rare, heureusement, mais tu sais, c'est cette maman qui arrive en début de travail, puis sa sage-femme, au moment où elle veut contrôler le cœur du bébé, se rend compte qu'en fait, le bébé est décédé. Et dans les cas qu'on a eu, plusieurs cas, en fait, c'est un bébé qui était déjà décédé quelques jours avant. Donc ça, c'est des situations où que tu accouches, en fait, malheureusement, il n'y a rien à faire. En fait, la mortalité qu'on a, c'est le même chiffre, mais par contre, nous, on a très peu de mortalité qui sont en lien direct avec un problème de l'accouchement. C'est quoi les liens directs s'il y a eu? Parce que c'est quoi le chiffre si tu fais sur le groupe total des accouchements à domicile de 2022, par exemple, il y a eu combien de bébés qui sont décédés et combien de temps après ou avant la naissance? Alors du coup, si on prend 2022, on a 2 bébés, c'est vraiment en lien direct avec l'accouchement. Il y a un bébé, c'est parce qu'il était en présentation du siège. Donc normalement, on ne fait pas d'accouchement en présentation du siège, on transfère la maman avant à l'hôpital. Mais là, la sage-femme est arrivée. Ce bébé qui jusque-là avait la tête en bas s'était visiblement retourné en cours de route. Ça arrive, et malheureusement, en présentation du siège, parfois, la tête du bébé, qui est le plus gros volume, reste coincée, en fait. Et donc, le temps que la sage-femme réussisse à débloquer le bébé, il a manqué d'oxygène, et après, elle n'a malheureusement pas réussi à lui elle a fait tous les gestes, mais c'était déjà trop tard. Donc ça, c'est une cause qu'on a retrouvée. Voilà, on a eu un cas, sur quelques années, il y a eu plusieurs fois ce cas-là du bébé en siège, qui fait que vraiment c'est une règle qu'on continue de garder. Si on sait que le bébé en siège, on ne le fait pas à domicile, parce que la plupart des bébés en siège naissent parfaitement bien. Mais s'il est coincé à domicile, on peut pas gérer la plupart du temps. Donc voilà, on anticipe. Et l'autre cas, c'était ce qu'on appelle une dystocie des épaules. Donc c'est-à-dire, alors là, c'est aussi un bébé qui reste bloqué, mais dans l'autre sens, la tête est dehors et puis le reste du corps reste bloqué. Et pareil, la dystocie était tellement importante que le temps que la sage-femme réussisse à débloquer le bébé et à lui apporter de l'oxygène, ça n'a pas suffi. Donc c'est des situations quand même assez rares parce que ça va être un cas dans l'année, voire il y a des années en 2018, il y avait eu aucun décès, ce qui est, heureusement d'ailleurs. Mais bon, on sait que parfois on n'arrive pas à solutionner le problème. C'est quoi le pourcentage en France, de manière globale? Alors en gros, la mortalité périnatale. Donc la mortalité périnatale, ça va être tous les bébés, donc les morts fœtales dont j'ai parlé. T'arrives à l'accouchement, ton bébé était déjà décédé. Les décès en cours d'accouchement. Et puis les décès dans les jours qui suivent la naissance. Donc en tout cas, c'est quand même un peu en lien avec l'accouchement. C'est de 2 pour 1000. Ok. Voilà. Ok. Si on s'intéresse aux mères, on en est où de leur sécurité au niveau de la mortalité? Est-ce que l'accouchement à la maison, comme il y a aussi pas mal de fantasmes, favorise la mortalité maternelle ou on est dans les mêmes chiffres? Alors nous en France, on peut pas vraiment le dire dans le sens où ça fait que 5 ans qu'on étudie les naissances et que les chiffres sur la mortalité maternelle, ça s'exprime en quelque chose pour 100 000.
Donc nous, en 50, imagine bien qu'on n'a pas recensé 100 000 naissances encore. Mais à l'échelle internationale, a priori, il n'y a pas de surmortalité chez les femmes qui accouchent à domicile, du moment qu'elles sont prises en charge par une sage-femme. Alors on dit une sage-femme agréée, c'est-à-dire voilà, une sage-femme qui a reçu une formation médicale et qui est équipée. Par contre, quand on prend les chiffres tout venant, notamment les chiffres des États-Unis qui mélangent des femmes qui accouchent avec une doula, avec une sage-femme traditionnelle ou toute seule, là on a une surmortalité qui peut être 2 fois supérieure. Mais il faut faire très attention, et d'ailleurs il y a des détracteurs qui jouent beaucoup avec ça, pour le coup là de manière malhonnête, parce que par exemple ils nous sortent des études qui viennent des États-Unis en disant vous voyez bien il y a 2 fois plus de décès, et en fait quand tu regardes dedans il y avait des femmes avec des cicatrices utérines, en mauvaise santé, qui accouchent toutes seules, on a envie de dire oui évidemment qu'il y a plus de mortalité, enfin voilà, donc ça c'est pas très réglo, mais les études vraiment solides et qui s'intéressent à des femmes bien prises en charge ne retrouvent pas de surmortalité, ce qui fait qu'il y a des pays même très proches autour de nous qui recommandent l'accouchement à domicile. Moi je dis toujours, par exemple, si tu étais anglaise, le ministère de la Santé donne une information à dire savez-vous, surtout si c'est votre 2e bébé et plus, que vous avez moins de risque de pathologie à domicile, donc envisagez cet accouchement, quoi. Et ça c'est intéressant de le voir, parce que nous en France on a une image très très négative, alors que d'autres pays ont eu des stratégies très différentes. Par exemple, pendant le Covid, la Nouvelle-Zélande disait vu le confinement et les risques, vraiment, mesdames, nous, on a un très bon système d'accouchement à domicile, envisagez peut-être d'accoucher chez vous. Donc, et c'est des pays où on peut vraiment se comparer. Parce que des fois, on nous sort des chiffres avec des pays en développement. Moi, j'ai une gynéco comme ça qui me sortait des chiffres qui viennent de pays qui n'ont pas du tout notre niveau, ni de soins, ni de santé. C'est pas comparable. Par contre, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, on peut se comparer à eux. C'est quoi la première cause de mortalité chez les femmes autour d'un accouchement ? Les chiffres ont changé. Pendant longtemps, on disait que c'était l'hémorragie. Et puis, la dernière enquête confidentielle sur la mortalité maternelle, en tout cas en France, a montré que la première cause, c'est les pathologies cardiovasculaires. Donc, on devient très vigilant à ça. Il y a eu plusieurs campagnes. On pense que c'est notamment parce que on a une population de femmes enceintes vieillissantes, on fait des bébés plus tard, ça on le sait. Puis il y a d'autres facteurs de risque, on a plus d'obésité, plus d'hypertension. Donc voilà, on sait qu'en tout cas la pathologie cardiovasculaire est la principale cause actuellement. La deuxième cause, et ça a beaucoup alerté, ça a notamment joué sur le fameux plan 1000 jours de l'État, c'est toutes les pathologies psychiques qui conduisent au suicide. Et ça, c'est assez dramatique, de se dire, on est quand même dans une société en France qui a des mères qui meurent de dépression. Enfin, ça, c'est juste intolérable, Qu'il y ait des pathologies extrêmement rares dont on ne peut rien faire, c'est une chose, mais qu'on laisse des femmes mourir de dépression, c'est intolérable. Et la troisième cause ? L'hémorragie, quand même, qui vient, on va être honnête. Et puis après, il y a d'autres pathologies beaucoup plus rares, et notamment l'embolie amniotique, qui est vraiment une pathologie assez redoutable. Et ça, c'est des choses auxquelles tu es confronté à domicile, ou le fait que, il faut vraiment le dire, quand on choisit d'accoucher à domicile, il faut être en bonne santé. Vous avez plein de critères qui font qu'on est éliminé du parcours. Donc, est-ce que ces 3 causes-là, à part évidemment la dépression et la cause psychique, parce que ça joue pas sur la santé physique, est-ce que vous rencontrez ce type de mortalité à la maison, ou c'est quoi les décès maternels qu'il y a eu, et il y en a eu combien d'ailleurs ? Alors, les décès maternels, il y en a eu un en 2021. Et typiquement, on est dans la première cause dont on a parlé après enquête. Donc, c'est une maman qui a fait un malaise cardiaque pendant l'accouchement. La sage-femme a tout de suite bien géré les choses, a organisé un transfert, a fait un massage cardiaque. Et après coup, à l'autopsie, on s'est aperçu que cette maman avait une pathologie cardiaque qui n'avait jamais pu être dépistée auparavant, malheureusement. Et ça s'est désamorcé en cours de travail. Donc ça, c'est vraiment typiquement un accident de la vie. Et on ne peut pas savoir si elle avait accouché à l'hôpital, est-ce que on aurait pu la sauver ou pas de son malaise cardiaque. C'est toujours difficile à dire. Dans ce cas-là, le SAMU était arrivé très très vite et la sage-femme avait commencé la réanimation. Donc en tout cas, les analyses de cas qui avaient été faites, l'enquête judiciaire aussi par le procureur de la République, n'avaient pas trouvé à mettre en cause la sage-femme. Donc, a priori, on estime que ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle les accidents de la vie.
où on se dit que probablement n'importe où on n'aurait rien pu faire. Et là récemment, il y a eu en Ille-et-Vilaine un nouveau décès. À l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les résultats de l'autopsie, mais c'était de nouveau un malaise cardiaque. Donc on voit bien que c'est pas des pathologies en lien avec le fait d'accoucher. Par contre, on sait que le malaise cardiaque, c'est quelque chose d'extrêmement rare, le malaise cardiaque en cours d'accouchement. Dans notre carrière, la plupart d'entre nous, on le rencontrera jamais, bien heureusement. Mais on sait qu'une femme qui désamorce, souvent derrière, il y a une pathologie grave. Une des grandes causes, c'est cette embolie amniotique dont je te parlais. Et on sait que c'est des taux de mortalité où que les femmes accouchent qui sont très élevés. C'est 40 à 85% de mortalité. Donc c'est compliqué, c'est le truc que tu redoutes en tant que pro de toute manière. Donc voilà, les 2 cas qu'il y a eu, c'était ça. Donc au final, il y a plus de mortalité pour les bébés que pour les mamans. Oui, et de manière générale. Dans les chiffres, mais avec la notion que certains bébés étaient déjà décédés. Oui. J'ai vu aussi dans vos chiffres, il y a certains bébés, ils sont morts plusieurs semaines après parce qu'ils avaient une malformation cardiaque ou il y a eu des opérations, mais ils sont quand même comptabilisés dans vos stats. Nous, on veut être vraiment honnête. Donc, si tu veux, on comptabilise tout et après, dans le dossier, on détaille. Mais par exemple, en 2022, sur les 4 bébés décédés, il y a 2 morts fétales in utero. Il y a ce bébé en siège, un bébé en siège qui se retourne à la dernière minute, ma foi, personne ne pouvait le savoir, même pas la maman, on ne sent pas forcément notre bébé se retourner. Et puis, il y avait ce bébé dont tu parles, où après coup, on s'est aperçu qu'il avait une pathologie cardiaque. Malheureusement, l'échographiste qui faisait les échos ne s'en est pas aperçu, donc ça n'a pas pu être anticipé. Mais forcément, ce bébé qui avait une anomalie du cœur, je sais plus le nombre d'opérations, je me souviens pas par cœur, mais on l'a noté dans le rapport. Je crois que c'était 9. Oui, c'est ça, j'allais te dire une dizaine d'opérations et personne n'a rien pu faire pour lui. Les échographistes sont de plus en plus performants, mais il reste des cas où ils n'arrivent pas à dépister toutes les pathologies. Alors, dans votre dossier, vous disséquez bien chaque critère pour les femmes et ce que ça engendre comme risque. Donc, ce qu'on en voit au final, c'est que une primipare avec un IMC un peu élevé et qui a un âge un peu plus avancé, elle a plus de chances d'avoir des problèmes que une personne qui a moins de 35 ans, qui a eu plus d'enfants et qui a un indice corporel, de masse corporelle dans la norme. C'est ça à peu près ce qui se dessine ? Oui, c'est ça en fait. Alors après, il y aurait sûrement encore plein d'autres critères à voir, mais effectivement, puis c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez générale à l'international, de dire, la femme qui peut vraiment y aller sans se poser de questions, comme tu l'as dit, c'est la femme alors qui a déjà eu des bébés, qui a moins de 35 ans, ou en tout cas qui a eu au moins un bébé avant 35 ans, et qui peut avoir éventuellement un surpoids, mais qui en tout cas n'a pas d'obésité. C'est-à-dire que son IMC est à 30 max. Là, vraiment, ces femmes-là, moi je le dis souvent, puis j'espère que ça durera, j'ai jamais transféré ces femmes-là. Tu vois, c'est vraiment un profil où il n'y a pas de transfert, et les chiffres nous le redisent. Et sur les autres critères, en fait, là, on est en train de mettre en place un système de voyance. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait se dire, oui, je suis obèse, mais je suis en bonne santé. Oui, mais si en plus, comme tu le disais, t'es obèse et que ton premier bébé est là à plus de 35 ans, ça fait 2 voyants. Et c'est un peu un système de feu rouge, tu sais, à la circulation. Il y a des choses, le feu, il est rouge, donc de toute façon, tu t'arrêtes. Ça, par exemple, c'est t'es une maman, puis t'as de l'hypertension et du diabète. Bon, on se dit, là, ça, voilà, feu rouge, de toute manière. Puis il y a des mamans, ça va être, elles ont un voyant orange. Donc peut-être on peut passer, peut-être pas. Par exemple, c'est une maman en bonne santé, qui a pas de surpoids, et elle développe un diabète de grossesse. Mais elle fait un régime, du sport, et puis tout va bien. On va se dire c'était orange, mais c'était un petit orange, donc on y va et elle accouche parfaitement bien. Par contre, si c'était une maman qui était déjà en surpoids, puis en plus elle prend beaucoup de poids dans sa grossesse, donc elle passe peut-être en obésité, et il y a un diabète, on se dit oh là, ça fait orange très fort, c'est un orange bien mûr, comme on dit, on ne passe plus. D'accord ? Et ça, c'est important de le comprendre, parce que souvent, on dit c'est quoi les critères pour accoucher chez soi ? Il y a des critères évidents pour pouvoir le faire et des critères évidents pour pouvoir le pas faire. Et puis, il y a tous ces critères un petit peu flous où on se dit, ça, c'est les 20% dont on parlait, où on se dit, peut-être c'est possible, on va voir comment ça évolue ta grossesse. Et puis, selon l'évolution, on va peut-être continuer, mais peut-être on va devoir s'arrêter. Et ça, c'est important de l'avoir, c'est une notion commune qu'on a dans la vie, voilà.
Pour l'accouchement à la maison, en France, parce que je sais que c'est différent aux États-Unis, où est-ce que vous vous situez par rapport à des mamans qui ont eu des césariennes sur un premier accouchement et qui voudraient faire un AVAC, comme on dit, en deuxième bébé ou troisième? Donc, globalement, en France, on va plutôt refuser les accouchements après césarienne, aussi parce que, comme je le disais, pour le moment, il n'y a pas une organisation réellement bien pensée. Et du coup, sachant que c'est déjà l'accouchement après césarienne un sujet qui est hyper touchy, même à la maternité, hein, on entend bien les femmes qui veulent des AVAC, physio à l'hôpital, c'est déjà compliqué. Nous, on va peut-être pas aller sur ce terrain-là. Tu vois, en tant que militante aussi, on peut pas faire tous les combats d'un coup, quoi. Donc, une question qui est déjà compliquée à l'hôpital, c'est pas nous qui allons la régler à domicile. Pour autant, il y a quelques collègues qui font des AVAC, qui en font depuis longtemps. Dans le rapport 2021, on avait collecté, on avait une quarantaine de femmes avec une cicatrice sur l'utérus qui ont voulu accoucher à domicile. On a donné des chiffres. Alors, sur un 40 cas, on peut rien conclure, c'est tout petit. Mais on se rend bien compte qu'il y en a et que finalement, ça s'est bien passé pour ces mamans. En tout cas, il n'y a pas eu de problème pour elles et leur bébé. Mais là, en France, c'est pour le moment pas possible de l'organiser. C'est vraiment un trop gros sujet de débat. Et dans la majorité des pays, d'ailleurs, même bien organisés, il n'y a pas d'accouchement après césarienne. Alors par contre, elles peuvent avoir des alternatives parce que notamment elles peuvent accéder aux maisons de naissance. Le problème en France, c'est que nous, la plupart des femmes avec AVAC, elles ont le droit à rien. On va leur refuser la maison de naissance, on va leur refuser le plateau technique, et du coup, c'est hyper dur, quoi, pour ces femmes. Pour ma dernière question, c'est une question vaste, mais comment on améliore le développement de l'AAD? Est-ce que tu peux un petit peu d'ailleurs parler des formations que vous proposez pour les sages-femmes? Et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait devenir une norme en France et pas une exception? Alors, je sais pas si ça deviendrait une norme. Enfin, moi, ça me paraît pas probable. Tu vois, dans cette société, avec la mentalité qu'on a, je pense pas que ça devienne une norme. Par contre, que ça devienne quelque chose de normalisé et d'accepté, comme dans d'autres pays autour de nous, ça, je pense que ce serait vraiment bien. Ça ferait du bien à tout le monde, autant les pros que les familles. Et surtout qu'on le voit dans les pays qui sont capables de mettre en place l'accouchement à domicile. Il y a aussi une réflexion de fond qui font que les naissances sont mieux accompagnées aussi à l'hôpital. Parce qu'en fait, ça permet de revenir dans une vision où on remet au cœur le respect des familles, le respect des bébés, la culture du choix. Donc, c'est vraiment pour moi, et c'est pour ça que je milite aussi pour ça, c'est une vision plus générale de dire, en fait, c'est pas juste militer pour que ça se passe à domicile, c'est militer pour modifier la vision qu'on a de la naissance et le rapport qu'on a aux familles. Parce que ça, on n'en a pas parlé, on a beaucoup parlé des difficultés, mais c'est quand même un rapport aux familles et entre les familles et les sages-femmes, toi tu l'as connu, qui est assez unique. Il y a vraiment un respect de ce qu'est chaque individu, il y a un respect des croyances, des choix, puis il y a des rencontres vraiment humaines magnifiques. Moi, au fur et à mesure, ce qui m'a amené aussi à pratiquer comme ça, c'est que vraiment l'hôpital me décourageait. J'avais plus envie d'être sage-femme. C'était tellement triste mon travail. Donc du coup, bon, excuse-moi, j'ai un peu digressé, mais... Non, mais voilà. t'as raison. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la beauté. C'est ça. Et ça, c'est important de le dire. Et je crois que une chose qui fait que ça pourra se normaliser, c'est ce qu'on est quelques-unes à faire, c'est de témoigner en fait de comment on pratique. Que cette pratique, elle peut être sérieuse, elle peut être organisée, que les résultats sont bons, en fait, et que c'est une pratique épanouissante aussi, parce que souvent on se dit ah c'est trop difficile, mais moi j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis sage-femme à AD. Et même si de temps en temps il y a des difficultés, en fait c'est tellement du bonheur. Tu vois, hier soir j'étais chez une famille. J'ai vu naître tous leurs bébés. Enfin, tu sais, c'est pas déjà qu'une naissance à domicile, c'est magique, mais c'était trop beau. La semaine dernière, j'étais avec une petite fille à jouer. J'ai aidé ce bébé, cette petite fille à naître, et là j'étais là pendant que sa petite sœur était en train de naître et on était ensemble à jouer. Et tu te dis ça, c'est tellement merveilleux. Et en fait, de renouer avec le fait que la naissance, c'est quelque chose de beau, c'est de l'amour, c'est de la magie, c'est des rencontres, et c'est pas juste du risque, c'est pas juste des problèmes à gérer. Ça pourra changer la question. Mais ça la changera pas que pour l'accouchement à domicile. Et on sent que ça vient. On voit qu'il y a des matères qui sont en train de mettre en chose des places. On voit qu'il y a de plus en plus de formations proposées à la physio.
les sages-femmes ont envie. Hein. Le chiffre du burn-out et de l'arrêt de la profession est énorme, et on voit bien que les sages-femmes ont envie de renouer avec ça. Donc moi, je pense que c'est ça qui va jouer. Il y a le cadre, mais il y a aussi le fait de renouer avec une vision peut-être différente de la naissance. On avait besoin de régler des problèmes, et c'est très chouette. Le XXe siècle a permis de régler la plupart des problèmes autour de la naissance. Donc on a été dans une vision très obscure, très, très sombre. Et là, maintenant qu'on a réglé la plupart des problèmes, on peut se dire, bon, on a passé la crise. Maintenant, voilà, ouvrons, créons de l'ouverture. Et nous, à l'APAD, on propose des formations pour les sages-femmes qui veulent faire de l'AAD. On en a 3. On en a une, c'est vraiment les généralités sur quand tu t'installes, comment t'organiser, qui rencontrer, te mettre en lien avec des pairs, hein, avec des collègues qui vont pouvoir te seconder. Il y en a une, c'est la physio, parce que comme on l'a dit, on manque. Et c'est pas juste la physio, c'est comment on accompagne la physio, comment on la soutient. Comment on fait qu'elle reste là. Une image que j'adore, moi, de mon métier, c'est de dire, une sage-femme, pendant tout un accouchement et une grossesse aussi, c'est comme s'il y avait une maman dans la rivière en train de nager, puis la sage-femme, elle est sur la rive, elle va pas aller nager avec la maman. Très rarement, elle va sauter à l'eau pour sauver la maman, mais la plupart du temps, elle va juste être là, à veiller que, ok, il n'y a pas un courant qui emporte la maman, lui dire, sois vigilante à ça, de temps en temps la ramener s'il y a besoin, mais c'est tout. Et en fait, on fait une formation pour réapprendre aux sages-femmes comment on soutient, comment on accompagne la physio, comment on laisse pas déraper les situations plutôt que d'attendre le problème. Et puis on a le gros de notre formation, c'est gérer les urgences. Et en fait, ça peut paraître paradoxal parce que tu vas me dire, tu viens de dire il faut renouer avec la beauté du truc, et puis toi tu veux, tu les formes à gérer les urgences. Et parce que comme c'est une des premières sages-femmes qu'on a formées qui m'avait dit ça, j'avais trouvé très beau. Elle avait dit, cette formation m'a fait renouer avec la souveraineté de ce qu'est être une sage-femme. Elle m'a redonné confiance en mes capacités, et elle m'a montré que, en fait, j'ai des compétences et des connaissances qui me permettent de gérer la plupart des problèmes, et que je sais quand je dois transférer. Et en fait, nous, c'est ça, quand on fait cette formation, c'est pas former les gens à avoir peur et à faire plein de techniques, c'est vraiment leur faire renouer avec, un peu comme on le fait avec les mamans, si tu veux. Moi, quand je forme les sages-femmes, je le fais de la même manière qu'avec les mamans, c'est de dire, retrouver cette confiance en tes capacités, en tant que maman, en tant que sage-femme, à faire qu'une naissance, c'est beau, puis à gérer si vraiment un événement survient. Et tout ça, ça va participer à changer les choses. Est-ce que tu as l'impression, parce que tu disais que vous êtes invité aujourd'hui à discuter avec les plus hautes autorités de santé, à être intégré dans ces discussions-là, est-ce que tu as la sensation que petit à petit, il y a un discours, il y a une possibilité d'échange avec un peu d'ouverture ? Alors oui, mais très très doucement. Puis alors quand on est concerné, on trouve vraiment ça beaucoup trop lent. En tout cas, moi ce que je remarque, c'est que par rapport à il y a 5 ou 6 ans, quand on a commencé ce travail de recueil des données, là, ce qu'ont compris les médecins, c'est que ça existe et on ne l'arrêtera pas. Enfin, ce serait pas du tout éthique d'empêcher les femmes de faire ça. Et je pense que ce qu'ils ont compris, c'est que la majorité des femmes, maintenant, sont prêtes, et on l'a vu par le Covid, si elles n'ont pas ça, à le faire avec des sages-femmes, pour le coup, pas formées, ou voire toutes seules, et que c'est pas forcément souhaitable. Ça peut être un projet d'une famille particulière, ok, mais si c'est par défaut, ça, je pense que les médecins ont compris que on peut plus juste manipuler les femmes et décider pour elles. Il y a eu les hashtags aussi sur les violences obstétricales qui ont joué. Donc on sent que c'est en train de bouger un petit peu de ce côté-là. Après, les gynécos préorganisés et qui sont capables de dire à une femme un beau projet, j'espère qu'on se revoit pas. On va pas se mentir, on en a quand même pas beaucoup. Moi, je les compte sur les doigts d'une main, donc on n'en est pas encore là. Mais au moins, ils ont compris qu'on peut pas juste dire non. Après, voilà, tout ça, c'est très fluctuant aussi, donc on verra bien ce que va nous amener la suite. J'ai eu un anesthésiste pour ma première à la maison qui m'a dit « J'espère ne jamais vous revoir et je vous souhaite un très bel accouchement. » Je dis « mais merci, ça fait plaisir. » Mais c'est ça, en fait, on devrait toujours avoir ce genre de choses, c'est tellement bien. Ah oui, j'étais hyper... Et je me souviens de sa tête, et c'était un jeune, et je me suis dit, je serais contente si je dois venir à l'hôpital parce qu'il y a une complication et qu'il n'y a pas le choix, et que c'est lui l'anesthésiste, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un bon échange entre lui et moi. La deuxième fois, l'autre anesthésiste, il avait été horrible. Et tu vois, c'était drôle, parce que
il y avait tes chiffres. J'avais, tu vois, en plus, quand moi je vais à ces rendez-vous, j'ai le papier en me disant « Ah bon, vous me dites quoi sur les chiffres de l'accouchement à domicile ?» Vous ne savez pas, en fait. Donc, je vous montre les chiffres officiels. Et bien, c'était impossible de dialoguer. Ils ne voulaient même pas pouvoir entendre que c'était aussi risqué. Enfin, il n'y avait pas plus de risques, en fait, qu'à l'hôpital. C'est là qu'on voit que c'est vraiment des croyances, parce que tu vois, pendant les 2 ans de réunion, on redonne les chiffres, ils voient les chiffres et ils trouvent encore à dire non. Et puis c'est très émotionnel tout ça. Hein. C'est sûr que voilà, derrière ils ont plein d'histoires personnelles, de cas qui ont été difficiles, et c'est compliqué. C'est très très compliqué de discuter. C'est vrai que souvent, moi comme je dis souvent, on sent les personnes avec qui on va pouvoir parler et avancer. Puis il y a des personnes, on sait que, non, c'est pas encore le moment de parler avec cette personne, donc c'est pas la peine d'insister, de sortir des tas de chiffres. L'énergie, on va la mettre ailleurs et ce sera bien. C'est vrai. Merci beaucoup Floriane pour tout le travail que tu fais. Si vous avez écouté cet épisode, vous pouvez aller sur le site de l'APAD. Je crois qu'on peut vous financer, on peut vous faire des dons aussi pour vous aider à... mine de rien, le travail que tu fais, il est monstrueux. Et on peut pas dire que tu aies beaucoup de soutien de ta profession derrière pour faire ça. Donc, je sais que c'est toujours le bienvenu d'avoir un petit peu d'aide financière. Donc, si vous voulez. Et puis, aller participer à l'association, ça aide toujours. Merci d'avoir partagé toutes tes connaissances et surtout, merci de faire ce travail-là, de redonner un peu d'objectivité à ce qu'est votre pratique. Oui. Eh ben, écoute, merci à toi de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. Salut Floriane. Salut Clémentine. C'était Floriane Aubrecht, sage-femme libérale qui accompagne des naissances à domicile dans l'Est de la France. Elle est aussi l'autrice du livre « C'est mon accouchement ». Vous pouvez aussi la retrouver au sein de l'association l'APAD. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à faire vivre la matrescence. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde. Merci beaucoup pour cette fidélité et cet engouement et engagement auprès de ce podcast. Aussi, je voulais vous préciser que nous avons lancé la newsletter. Le moyen de retrouver cette newsletter, elle est en haut des notes de cet épisode. Donc vous cliquez, vous vous inscrivez et toutes les 2 semaines, vous aurez droit à toutes les nouveautés, les petits détails, les livres, les documentaires, les podcasts que j'écoute en permanence. Et je prendrai le temps donc de rédiger à chaque fois ces newsletters pour vous donner le plus d'infos possible. Merci encore, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.